Bon, alors, Azul, bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir Omar Hamourit, qui nous vient avec un sujet qui n'est pas très connu, la force locale en Algérie. Donc, c'était donc en 1962. Alors, Omar, bienvenue au café littéraire de l'impondérable. Merci. Merci beaucoup, Youssef. Je t'en prie. Hein. Donc, une fois n'est pas coutume, je vais commencer avec une question qui nous vient du Costa Rica. Alors, notre ami Nasser Ouabou, qui est écrivain et universitaire, et qui est l'ami de Omar Hamourit, il m'a dit, il faut que tu lui poses cette question. Je lui ai dit, je vais la poser. Alors, notre ami te demande comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre. Eh ben, je vais te dire une chose. Ça, je l'ai pas dit. J'avais 6 ans. Avec ma mère et mon père, on partait voir mon frère, qui était à Guilloville. Et Guilloville, aujourd'hui, s'appelle Ain Benyan. Et on a dormi chez ma grand-mère, à Saint-Eugène, à Alger. Donc plus exactement aux Deux Moulins. J'ai passé la nuit chez elle et puis le lendemain, je suis parti avec mon père et on a été voir mon frère. J'arrive chez lui, il était en tenue militaire et il avait une arme, un mat 35, 36 ou 46, je ne me souviens plus, mais il avait une arme. Moi, j'étais complètement étourdi parce que je le voyais. Et j'ai dit, ça a complètement disparu de mon esprit, cette histoire. Pour moi, c'est du passé. C'était vraiment du passé. Je l'avais complètement oublié. Et puis en 22 plutôt, j'ai discuté avec mon frère, qui a aujourd'hui 82 ans. J'ai discuté avec lui, je lui ai dit, mais dis-moi, je suis venu te voir à un endroit, j'avais complètement oublié, mais là, je suis venu te voir quelque part où tu étais en tenue militaire, où tu avais une arme. Mais je ne savais pas qu'il faisait partie de la force locale. Je ne savais pas du tout qu'il était membre, qu'il faisait partie de cette force locale. Et lui, c'était un jeune homme qui avait 20 ans à l'époque. Il passait son service militaire dans l'armée française. Et je me demandais, mais qu'est-ce qu'il est? Mais il m'a dit, mais je passais mon service militaire. Mais lui, c'était pas quelqu'un qui a fait de longues études. Donc il s'est tu. Il m'a dit, je faisais juste mon service militaire et j'étais dans un truc qui s'appelait la force locale. Mais qu'est-ce que c'est que cette force locale? Et moi, j'ai une chance inouïe, j'habite à Marseille. Et depuis qu'il m'a parlé de cette force locale, je me suis intéressé et j'ai chance inouïe, j'habite pas très loin des archives. À Aix-en-Provence, je me dis, voilà un sujet, c'est une niche. C'est une niche. Voilà un sujet qu'il faudrait complètement étudier et compléter. Et donc, je me suis mis à écrire et à chercher et à trouver... Mais tu as bien fait. Tu as bien fait parce que c'est un sujet qui est très peu traité par les historiens. Le premier livre sur ça. Ben, je ne le savais pas. C'est le premier livre sur ça. Voilà, ben, c'est très bien. C'est toujours bon d'être pionnier. Alors, j'ai reçu il n'y a pas longtemps l'écrivain et journaliste Alsqi Metteuf, qui, dans son livre, raconte un peu la force locale, parce que c'était un enfant à cette époque-là. Et donc, il se souvenait qu'à Alger, quand il jouait au ballon, les éléments de la force locale venaient et leur déchiraient les ballons. Donc, il n'avait pas une bonne, on va dire, relation avec cette force locale, mais j'imagine que la force locale n'a pas fait que déchirer les ballons aux jeunes garçons qui jouaient au football dans la rue, n'est-ce pas? Non, pas avec ça, mais d'abord il faut la définir. Qu'est-ce que c'est que cette force locale?
il faut d'abord comprendre comment l'Algérie a accédé à son indépendance. On a décidé de faire on a fait les accords d'Évian. Les accords d'Évian, c'était avait tout un background, une histoire, les accords d'Évian, pour arriver à signer. Oui, il nous faudra synthétiser, hein. Oui, bien sûr. Pas un temps excessif. Mais seulement, le problème à l'essentiel. Mais seulement, il faut dire que quand De Gaulle est arrivé au pouvoir, en 58, il fallait, au début, il ne savait pas quoi faire. Hein. Est-ce qu'il fallait il fallait accéder tout de suite à Dame Nord? Ce n'était pas assez clair. Mais il n'a pas tardé à avoir un esprit plus clair. Il n'a pas tardé. Puisque en 58, quand le 23 novembre, quand il est arrivé en juin à Alger, il a déclaré, je vous ai compris. Donc, le vous ai compris à qui il était adressé. Bon, il était facilement adressé à ceux qui se battaient pour avoir leur indépendance. Et puis le 23 novembre, il appelle à la paix des braves que le GPRA, le gouvernement provisoire algérien, avait rejeté. Et après, il arrive en 1960, il propose ce qu'on peut appeler pas encore l'autodétermination arrive le 1959. Il arrive le 16 septembre 59, il appelle à l'autodétermination. Seulement le GPRA n'a pas compris ce que c'est. Enfin, il a mis dans l'autodétermination l'indépendance. Lui, il avait une autre idée derrière. Il voulait une indépendance en association. Non, il voulait d'abord questionner le peuple français sur est-ce que c'est l'indépendance par association, est-ce que indépendance entre les trois départements restent français, ou bien le départ définitif, rupture définitive. C'était la vision de Gaulle. Mais comme il était extrêmement pressé parce que la situation intérieure de la France était énormément détériorée politiquement, en 58 on pensait même que les parachutes allaient sauter sur Paris pour prendre le pouvoir. La situation était horrible. Donc De Gaulle a commencé à précipiter, d'autant plus qu'il a été élu président de la République et donc il a fait passer le premier référendum du 8 janvier 1961 pour lequel il a obtenu est-ce que vous préférez-vous que l'Algérie reste avec la France ou pas. Donc il avait en grande partie le référendum lui était acquis, donc son pouvoir s'est renforcé. Il a fait une loi à l'issue de ce référendum de 8 janvier, et puis il s'est renforcé. Et très tôt, il a commencé il a parlé de l'Algérie algérienne, dès 1960. Donc il a proposé la rencontre du FLN, et donc il a envoyé le GPRA, le gouvernement provisoire, a envoyé des émissaires en France pour discuter et de préparer l'arrivée de Ferhat Abbas, mais ça a foiré parce qu'apparemment les exigences des gens du FLN étaient excessives. De Gaulle n'avait pas trop accepté. Bien, donc De Gaulle essayait de terminer avec cette guerre qui pesait lourd sur la France. Et qu'est-ce qu'il a fait? Oui, Omar, je disais, allons à l'essentiel. J'arrive à l'essentiel parce qu'il faut comprendre ça pour comprendre pourquoi il y a eu la force locale. Donc, à la fin, pressé, il a commencé à réfléchir comment sortir de cette impasse-là. Donc, l'indépendance de l'Algérie est une démarche administrative. Parce qu'il fallait, d'une part, créer des structures administratives pour pouvoir accéder à l'indépendance de l'Algérie. Donc, il a pensé à mettre en place un exécutif provisoire. Il a commencé, le GPRA, lors des négociations, a rejeté la délégation générale qui voulait autre chose. La délégation générale était très marquée par le colonialisme, donc on voulait autre chose. On a créé ce qu'on appelle le Haut Commissariat. Ensuite, il fallait mettre à la disposition de l'exécutif provisoire une police ou une forme de police civile, puisqu'il a appelé civile, pour essayer
pour la mettre à la disposition. C'est ce qui sera la force locale. Ce qui sera la force locale. Donc c'est un héritage des accords d'Évian, n'est-ce pas? Mais elle a été signée dans les cas de très bien. Les signataires des accords d'Évian ont accepté la force locale telle qu'elle a été présentée. Très bien. Sur le terrain, quelle a été la période de vie réelle de la force locale? Alors là, la force locale a été mise en place pour rentrer en action à partir du 19 mars 1962. Le 19 mars étant le début de cessez-le-feu. Et donc le début de cessez-le-feu, et pendant cette période-là, le cessez-le-feu a prévu 3 mois, parce que jusqu'au 1er juillet, date de ce qu'on appelait le vote d'autodétermination, qui allait, les Algériens ont voté, et le peuple en France aussi, et majoritairement, on a accédé à l'indépendance de l'Algérie. Mais cette force locale a été mise à la disposition de l'exécutif provisoire qui était présidé par Abdelrahman Farès, et qui avait avec lui 16 personnalités qui jouaient enfin un rôle de ministre dans ce gouvernement, dans cet exécutif provisoire. Donc on a mis à sa disposition cette force locale. Et le directeur de la force locale s'appelait Omar Mogdad. Omar Mogdad était, était un préfet de Saïda, qui a été nommé par le général de Gaulle à la tête de cette force locale. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de montrer que cette force locale, de quoi elle était constituée. C'est la question. Parce qu'on l'appelle force locale, mais lorsqu'on a décidé de la former, de la constituer, il y avait d'abord le général de Gaulle, ou bien les propositions qui sont venues de l'état-major français. On a dit qu'il fallait, dans un premier temps, il a voulu placer beaucoup de harkis dans cette force locale. Beaucoup de harkis, mais le GPRA a refusé. Lors des négociations, ils ont dit, et si on utilisait les appelés? Et du coup, on a utilisé les appelés, et qui constituaient la majeure partie des appelés algériens qui étaient dans l'armée française. Et on a mis à leur tête des Européens de l'armée. C'est-à-dire que il y avait donc il y avait les appelés, il y avait ce qu'on appelle le groupe de sécurité. On les appelle les GMC. Tu dis en filigrane dans ton livre que ça a été une erreur de mettre les Européens à la tête de... Mais c'est pas moi qui le dis, ce sont les constats que l'état-major français a émis à la fin de l'activité des forces locales. Parce que la force locale a été un tel micmac que sa constitution a été faite de bouquets de bras. Parce qu'on a recruté des gendarmes, puisqu'il y a 3 catégories de forces locales. Il y a les appelés, et il y a les GMC, les groupes militaires de sécurité, et il y a la gendarmerie, les gardes territoriales. Et cette territoriale, ce sont les gendarmeries auxiliaires qu'on a recrutées sur place. Et ce sont des Algériens qu'on a recrutés, qu'on a constitués de groupes, juste pour faire cette transition des 3 mois. Parce qu'il faudrait comprendre surtout que ces 3 mois de 19 mars jusqu'au 1er juillet, la France était encore souveraine en Algérie. Donc, si je comprends bien, la force locale a vécu 3 mois. Jusqu'au 15 juillet. On peut dire qu'elle a vécu 3 mois, oui, jusqu'au 15 juillet. La dissolution officielle a été... mais elle était complètement brisée. Et je peux vous dire pourquoi elle a été brisée. Oui, allez-y. Je peux vous dire pourquoi elle a été brisée. Cette force locale a été brisée d'une part par l'armée française, qui était encore en Algérie, parce que les unités de force locale étaient adossées à un corps d'armée. C'est-à-dire que chaque unité dépendait d'un corps d'armée.
Et les corps d'armée, finalement, à la fin, traînaient. Parce qu'ils traînaient, ils ne l'aidaient pas. Ils n'aidaient pas vraiment la force locale dans l'exercice de sa mission, qui est la sécurité en Algérie. Et la force locale a été interdite. Ce n'est pas dans les traités, dans le traité des accords d'Évian. La force locale ne devait pas intervenir contre l'OAS. La force locale ne devait pas, par le texte, force locale ne devait pas intervenir. Donc elle devait assurer juste la sécurité en Algérie pendant cette période transitoire et préparer le vote du 1er juillet, de l'autodétermination. Donc ce qui fait que cette force locale, quand elle a été faite pour constituer l'ossature de la future armée algérienne indépendante. Et c'est ça où il faudrait comprendre. Comme De Gaulle a mis en place cette force locale, c'est qu'à l'indépendance, c'est elle qui allait devenir l'armée algérienne. À la place de qui? Mais à la place de l'armée de l'état-major de Boumedienne. C'était parce que ceux qui ont signé les accords d'Évian, ils l'ont signé dans le but de court-circuiter l'état-major de Boumedienne. Et Boumedienne, lui, il a complètement, il est à Tripoli avec Ben Bella. Ils ont dit non, nous ne voulons pas de cette force locale parce qu'ils savaient très bien qu'elle allait prendre la place de l'état-major de Boumedienne. Ce qui fait que nous sommes dans deux sociétés complètement différentes. Nous savons que les accords d'Évian étaient porteurs de deux sociétés, étaient porteurs d'une société, et Boumedienne et Ben Bella avaient une autre société dans leur tête. Ce sont deux sociétés. Et permettre à la force locale de jouer son rôle et de constituer l'armée algérienne, c'est imposer une société multiethnique en Algérie. Très bien, Omar. Voilà. Maintenant, je propose qu'on donne la parole à la salle pour des interventions, des questions. L'idéal, c'est que les questions soient précises et pas longues. Voilà, la parole est à vous. Quelqu'un a une question? Oui, une petite question, parce que vous venez de dire que la force locale, donc, elle a été un petit peu attaquée par l'état-major extérieur, mais est-ce qu'elle ne sera pas aussi été attaquée par les forces intérieures, c'est-à-dire l'armée l'ALN des maquis? Merci. Non, parce que l'ALN en Algérie, elle était divisée. Nous savons que les Katibas n'étaient pas tous pro-Boumedienne. Nous savons très bien que la Katiba de la 4e région et la Kabylie ne soutenaient pas Boumedienne. Bon, par conséquence, eux, ils voulaient, à la fois quand la force locale s'est affaiblie, parce qu'elle a été travaillée à l'ouest algérien. Et il faut comprendre que les accords d'Évian, quand la destinataire des accords d'Évian, l'armée algérienne des frontières ne devait pas rentrer en Algérie. C'est dans les accords d'Évian. C'est-à-dire que si tu dois rentrer en Algérie, il faut être pas armé. Si un militaire devait rentrer, et comme ça de nombreux militaires sont rentrés en Algérie non armés. Les frontières algériennes étaient encore gardées par l'armée française. Parce que la France était encore souveraine. Il faudrait que entre le 19 et le 1er, il était encore souveraine. Donc ce qui fait que l'ALN intérieure, au contraire, certains voulaient la garder. Comme le GPRA. Le GPRA se battait pour garder la force locale. Parce que c'était dans le but de créer, parce que le GPRA n'était pas sur la même longueur d'onde que Boumedienne, qui lui voulait installer sa force, son armée des frontières comme ossature de la... Et alors du coup, à l'ouest algérien, les commissaires politiques de Boumedienne, ils sont rentrés en Algérie sans armes, et du coup ils ont travaillé toutes les unités des forces locales qui étaient dans l'Oranie. Ils les ont brisés, cassés. Et du coup, il y a eu des démissions et des fuites, pas avec des camions, des armes et tout ça. Ils l'ont brisé. Et donc, non, pas vraiment. La LN intérieure, certains soutenaient la LN. Oui, voilà. Et nous savons très bien que cette force locale s'est battue contre l'armée de Boumedienne. Aksar, il y a pas mal, il y a eu plus de 1100 morts.
entre l'accrochage, entre les forces locales la force locale, et le jeune homme qui était mon frère, il a été versé dans la force locale, mais version ALN, puisque quand il a terminé son service militaire, l'ALN a été, la force locale a été versée dans l'ALN. Dès le 5 juillet, certains de la force locale sont devenus ALN et ils se sont battus à Alger contre et Arsène Boukhari et tout ça contre l'armée de Boumedienne. Il y a eu 1100 morts. Et Alger, ce qu'on appelle les forces de Saïd Saadi, Yassir Saadi, les autonomes qui étaient pour Ben Bella, et s'étaient opposés la force locale s'était opposée à force de Yassir Saadi, et je reprends un peu ce que m'a dit, parce que dans le livre, il y a deux témoignages, un Européen et un Algérien, qui étaient dans la même, c'était étrange, étaient dans la même unité, mais ils ne se connaissaient pas. C'est moi qui leur ai dit ce qui était. Bref, une fois qu'on a mis en place ça, il m'a raconté une anecdote. Il m'a dit que ils ont invité, c'est Youssef El-Khatib qui était le colonel le patron de la 4e région, la 4e wilaya, a invité les autonomes de Youssef Saadi à une réunion au stade des Anasser. À l'époque, on l'appelait stade des Anasser, à Belcourt, et il m'a dit que leur patron, qui était Youssef El-Khatib, leur a mis à placer des mitrailleurs aux quatre coins du stade. Et les troupes de Youssef Saadi étaient invitées à venir. Et c'est là où on leur a dit, c'est le mot que portait Youssef Ben Khada, l'unité est tous dans la LN, mais quelle LN? La LN pro-GPRA. Et à partir de là, ils leur ont dit que si les troupes des autonomes d'Alger, de Youssef Saadi, bougeaient, vous tirez dessus. Vous n'hésitez pas à tirer sur les troupes de Youssef Saadi. Et donc, nous avons là une histoire très peu connue de cette force qui a été extrêmement... elle aurait pu jouer un rôle essentiel si elle n'avait pas... Voilà. Merci. Oui, bonjour et merci d'être là au Café littéraire de l'impondérable de notre ami l'écrivain Youssef Zirem. Oui, cet épisode de la force locale reste assez méconnu. Alors, pourquoi? J'ai une autre question. Et si cette force locale avait réussi sa mission, aurait-elle pu empêcher la prise de pouvoir de l'armée de l'extérieur? Mais tout à fait, parce que elle aurait pu l'empêcher, tout simplement parce qu'elle d'abord elle n'a pas pu le faire parce qu'elle a été sabotée. Elle a été sabotée d'une fois par les commissaires de Boumedienne qui ont été envoyés un peu partout sur le territoire pour inviter et pour faire peur aux gens de jeunes des forces locales en leur disant faites attention, si vous ne venez pas, on va vous considérer comme harki demain et vous serez fusillés. Bon, beaucoup se sont enfuis, mais beaucoup se sont enfuis énormément, c'est-à-dire qu'elle était presque restée une coquille vide. Alors, elle aurait pu jouer un rôle, oui, tout à fait, parce que le GPRA demandait à De Gaulle, au général De Gaulle, de les soutenir et de soutenir cette armée-là, de l'armer, de continuer à payer les soldats, de continuer à lui donner des armes, mais le général De Gaulle était pressé de se débarrasser de l'Algérie, quelle que soit la situation. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas trop l'armer, parce qu'il savait très bien que si il soutenait davantage la force locale, on allait vers une situation très difficile. Il y aura des affrontements entre les Algériens et la France serait dans un bourbier. C'est-à-dire que lui, De Gaulle... Omar, et ceux qui disent que Boumedienne était soutenu par Ben Bella, pas par Ben Bella, par le général De Gaulle.
Oui, il y a cette idée-là, qui dit qu'effectivement, parce que De Gaulle avait peur de, comment dirais-je, avait peur de Bourbier, que la France s'enfonce davantage, il n'a pas trop cherché à soutenir. Et il est évident qu'il n'a pas soutenu cette force locale. Et c'est lui qui l'a construite. Mais il n'était pas très convaincu de ce qu'il était en train de faire. Moi, de ce que j'ai lu les archives, chaque fois que je lisais, ce sont des archives, des notes de service, des machins, parfois je me demande s'il était vraiment convaincu, parce qu'il faisait, je me suis demandé, si ce n'est qu'il ne voulait pas remplir tout simplement un organigramme, c'est-à-dire créer l'exécutif provisoire pour représenter l'Algérie pendant ces 3 mois et quelques jours, et mettre un haut commissaire, un représentant français en Algérie pendant cette partie-là, et une force locale pour jouer une sorte de rôle de police. Or, et hop, on a fini, on se débarrasse de l'Algérie, et on abat. De Gaulle avait cette idée-là, c'est sûr qu'il avait cette idée-là. Moi, je pense qu'il avait cette idée-là. Maintenant... Très bien, très bien. D'autres questions? Oui. Est-ce que, d'après vous, cette force locale qui a été démunie de par ses missions, et comme, bien sûr, à ce moment-là, donc il y a eu beaucoup d'Européens aussi et d'Algériens qui ont été un petit peu... comment dire, pas capturés, mais il y a eu beaucoup d'enlèvements, que ce soit à Alger, que ce soit à Oran, et la force locale n'a pas pu agir comme elle a voulu, et donc le soutien de la France s'est un petit peu effrité au fil du temps. Je pense à ce que disait notre ami M. Zirem. Comment peut penser que Ben Bella arrive par l'ouest, arrive à Oran, et il est reçu par le consul de France. Voilà, merci. Là, vous m'amenez sur un terrain oui, je peux répondre. Est-ce que la France a soutenu Ben Bella? Non. Mais je pense que, moi, je dis tout simplement que le général de Gaulle ne voulait pas. Et pourtant, ce sont les gens qui se battaient le plus, ne voulaient pas continuer à soutenir le GPRA, parce que s'ils les soutenaient davantage, c'est la guerre, c'est l'affrontement. Et de Gaulle, à mon avis, a évité d'arriver à cette situation compliquée. Et pourtant, ils ont signé les accords d'Évian. Le GPRA a signé les accords d'Évian. Et les accords d'Évian étaient porteurs d'une société multiethnique, c'est-à-dire juifs, chrétiens, européens, tout le monde peut rester. Et signé par le Krim Belkacem. Donc l'affaire entre Boumediene et Krim Belkacem remonte à ça. Parce que Krim Belkacem a signé les accords d'Évian. Et en signant les accords d'Évian et sa force locale, il voulait lui couper l'absoluté et l'empêcher de prendre le pouvoir. C'est-à-dire que déjà d'emblée, il y avait une guerre entre les membres du GPRA, dits libéraux, dits ouverts à la société multiethnique, et les autres qui étaient dans une conception du pouvoir très plutôt ouvert totalement vers la conception socialiste, presque un peu compliqué leur socialisme, parce qu'on peut le citer. Donc par voie de conséquence, on est dans une relation pas évidente entre comment il soutient les GPRA qui ont soutenu son propre. Mais Ben Bella est un roublard. Est un roublard et un menteur. Est un menteur. J'ai écouté il a accordé une dizaine d'heures à la chaîne arabe avant sa mort, Al Jazeera. J'ai tout écouté.
J'ai absolument tout, il m'a pas réécouté tout ce qu'il a dit. Mais il dit que quand ils ont fait ces accords d'Évian, ils ne l'ont pas informé. Il était en prison. Il ne faut pas oublier qu'il était en prison. Et il y a les avocats qui pouvaient lui amener l'information. Et il dit qu'il s'est opposé. Et il s'est opposé aux accords d'Évian, c'est parce qu'il y avait des essais nucléaires. Mais il a sorti ça, les essais nucléaires, il a sorti cet argument 20 ans après. Sur 20 ans, qu'est-ce que je dis 50 ans après, cet argument, à l'époque, il ne se connaissait pas du tout ça. Et là, c'est là où il y a eu des faux témoignages, des fausses vérités. Donc, non, là, il a... En tout cas, merci Omar Hamourit de nous donner ce texte donc, qui est pionnier.